invité ce matin est le député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Pauget. Bonjour. Ensemble, nous allons d'abord parler de ce que vous souhaitez créer, un homicide routier. D'abord, qu'est-ce que ça changerait? Alors déjà, il faut savoir que moi, ça fait 1 an que je travaille sur ce sujet, malheureusement suite au drame qui a eu lieu sur la ville d'Antibes en juin 2022, où le jeune Noé, 16 ans, décède parce qu'un chauffard lui rentre dedans. Ce chauffard est alcoolisé et sous stupéfiant. Aujourd'hui, quand on est dans un cas de figure de cette nature, il y a 2 possibilités dans le code pénal, ou bien l'homicide volontaire, ou bien l'homicide involontaire. Oui. C'est clairement pas l'homicide volontaire, il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, l'homicide involontaire est quelque chose d'insoutenable pour les familles de victimes. Et moi, je travaille beaucoup avec les associations de victimes, avec notamment les parents de Noé. Et ce qui nous a conduit à vouloir faire évoluer le droit et le code pénal pour avoir une sanction, une réponse, une qualification pénale qui corresponde à la réalité de ce que vivent ces victimes. Et donc j'ai proposé de créer ce qu'on appelle l'homicide routier, qui s'intercalerait entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, et avec bien sûr un quantum de peine adapté qui permettrait de reconnaître le fait que quand une personne a volontairement consommé de la drogue ou de l'alcool, de la drogue et ou de l'alcool, le et ou sont importants, on n'est plus dans simplement l'homicide involontaire, et donc il faut qu'il y ait un quantum de peine et des peines maximales qui soient adaptées à cette situation. Donc en fait, ce mot de volontaire, il serait sur le côté consommation de drogue. Tout à fait. Et pour les victimes, il aiderait à avoir une qualification qui correspond davantage à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent. Concernant les peines, justement, quelles seraient-elles? Alors moi je distingue l'homicide routier simple lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool, et je propose que l'on soit tout de suite un maximum 10 ans de prison, 15 ans en cas de récidive. Et je propose de créer l'homicide routier aggravé lorsqu'il y a consommation d'alcool et de drogue. Et à ce moment-là, ça serait une peine maximale de 15 ans et de 20 ans en cas de récidive. Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui a consommé volontairement de la drogue ou de l'alcool, lorsqu'elle rentre dans sa voiture, la voiture devient une arme par destination. Et donc, il faut qu'on aille vers une criminalisation de ce type d'homicide. Oui, encore faut-il que la justice donne ces peines maximales. Alors, ça, c'est un autre aspect. C'est le problème. C'est le problème de l'effectivité de la peine. Mais il faut déjà que notre code pénal et que la réponse de la société, de l'institution judiciaire, correspondent aux attentes des victimes. On a trop souvent tendance à se placer du côté du justiciable et pas suffisamment du côté des victimes, des familles de victimes. Il faut que aujourd'hui, dans le cas du jeune Noé, malheureusement, la personne inculpée, dont tous les faits sont graves et concordants, va être inculpée pour un homicide involontaire avec des circonstances aggravantes. La qualification est totalement insoutenable pour les victimes. Mais je reviens justement sur cette réponse pénale. Aujourd'hui, pour un accident mortel avec consommation de drogue et d'alcool, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende, mais cette peine maximale n'est jamais prononcée. C'est pas là aussi le problème. Mais après, c'est un autre problème. Après, c'est le problème de l'application des peines et du travail des juges. Moi, je suis législateur. Le député, il est là pour faire évoluer le droit et la loi. Et aujourd'hui, le code pénal, parce qu'on m'a souvent rétorqué en disant c'est pas possible, le code pénal permet ce que je propose. Vous vous souvenez de l'affaire Halimi il y a 2 ans en arrière, cette dame qui a été massacrée, où la personne a été déclarée irresponsable pénalement. À la suite de ça, j'avais fait partie avec un groupe de députés, on avait attiré l'attention du garde des Sceaux en disant c'est pas possible lorsqu'il y a consommation volontaire. Le code pénal a évolué. Aujourd'hui, expressément, dans le code pénal, suite à l'affaire Halimi, on prévoit ce qu'on appelle l'intoxication volontaire. Et donc le droit, c'est pas un droit constant en France, c'est un droit qui évolue. Et dans le cas des homicides routiers que je veux créer, il faut qu'on fasse évoluer notre droit. Après, l'application, ça dépend des juges. Vous devez rencontrer le garde des Sceaux à ce sujet. Est-ce qu'une date a été fixée? Alors, comme je vous disais, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet avec des magistrats, avec des avocats, avec les associations de victimes, beaucoup. La Ligue contre la violence routière au niveau national me soutient dans ce projet. J'ai rencontré le ministère de l'Intérieur il y a une quinzaine de jours, puisque j'ai vu la déléguée interministérielle à la violence routière qui soutient l'idée. Et actuellement, vous n'avez pas d'opposant particulier sur ce texte. Non seulement j'ai pas d'opposant, mais l'exécutif a repris l'idée et propose d'aller vers la création de l'homicide routier. Mais j'ai des collègues de sensibilités politiques différentes qui me rejoignent en me disant oui, il faut qu'on y aille. Et le 15 juin, j'ai une réunion de travail avec le cabinet du garde des Sceaux, avec le cabinet de M. Dupond-Moretti, pour voir comment trouver le chemin pour inscrire cette évolution du droit. Donc le 15 juin, il devrait y avoir une évolution sur la proposition que vous faites. On aura une expertise juridique et surtout, mon idée, c'est de dire comment on arrive à aboutir, comment on fait prospérer cette idée, puisqu'il y a un consensus de l'exécutif et de collègues députés de tous bords confondus. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous également, au début du mois de mai, vous avez demandé à la Première ministre le déploiement de l'armée à la frontière franco-italienne afin de mieux gérer le flux de migration illégale. On n'a entendu parler de cette proposition. Est-ce que c'est tombé dans l'oubli? Pas du tout, ça se fait déjà.
Ça n'a rien d'extraordinaire. L'État utilise les forces sentinelles à la frontière italienne. Les forces sentinelles, Il n'y c'est a quoi? pas eu de renfort C'est des depuis votre militaires. demande. Je l'ai fait parce que je pense qu'il y a une situation exceptionnelle, qu'il faut une réponse exceptionnelle. Une fois que malheureusement ces gamins sont là, il faut les gérer. On n'arrive plus à les gérer, il y en a trop. Donc un, il faut que l'État les assume. Et deux, surtout, il faut qu'on arrête l'hémorragie. Pour arrêter l'hémorragie, la Première ministre a annoncé des renforts qui sont arrivés, mais qui sont à mon avis pas suffisants. Et elle a surtout annoncé la création d'un corps de garde frontière, ce qui est une bonne chose. Mais ça va prendre 1 an ou 2 avant de les créer. Donc en attendant, moi j'ai proposé que l'on déploie à titre exceptionnel et dans un temps particulier des forces militaires. Combien de militaires? Ça, c'est à l'État de le décider, c'est pas à nous. Mais on m'a dit c'est de la démagogie. Mais ça se fait déjà. Les forces sentinelles qui sont des militaires viennent en renfort des policiers et des gendarmes. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Puis je rappelle qu'aux États-Unis, le président Biden, avec la frontière mexicaine, il a déployé 1500, lui, de militaires. Donc à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, sinon on n'arrivera pas à gérer la situation. Vous parlez justement de la gestion de ces migrants mineurs, d'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes. Savez-vous combien d'établissements ou d'hôtels accueillent en ce moment des mineurs isolés dans votre circonscription? Précisément non, parce qu'on le découvre au fur et à mesure. Moi, je sais qu'au cours des dernières semaines, j'ai 3 établissements qui ont été concernés. Un réquisitionné d'office par le préfet à Antibes, on n'avait jamais connu une situation pareille, et 2 autres à Châteauneuf et à Biot, qui ont été dans le cadre d'un accord commercial avec une association qui gère les mineurs, entre guillemets, utilisés pour accueillir ces mineurs. Mais le problème, c'est pas de savoir où ils sont, c'est que les capacités d'accueil sont saturées aujourd'hui. Donc pour le moment, il y en a 3 et vous n'avez pas connaissance d'autres. Sur ma circonscription, il y en a peut-être d'autres, mais sur l'ensemble des Alpes-Maritimes, il y en a beaucoup d'autres. Mais le problème de ce dispositif, c'est que ça dévoie les politiques sociales du département. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des jeunes dans notre département en difficulté, en fragilité, qui pourraient bénéficier de cette aide aux jeunes mineurs, qui ne peuvent pas parce qu'il y a un afflux de migrants tel que les capacités sont endiguées. Et après, le deuxième problème, c'est la véracité sur la minorité. On n'est pas sûr qu'ils soient réellement mineurs. Vous demandez la réalisation de tests osseux? Tests osseux ou d'autres moyens. Ce n'est pas fiable à 100% d'ailleurs. C'est un sujet, c'est un problème. Mais en tout cas, le problème, c'est que quand ils ont 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à au moins 22 ans, on n'est pas sûr de la minorité, de la majorité. C'est tellement simple d'arriver et de dire « je suis mineur ». En attendant, ils sont considérés comme mineurs. Donc il y a la protection des mineurs et c'est le département qui en a la charge. Mais le quantitatif nous noie actuellement. C'est ça le problème. Une dernière question, je vous demanderai une réponse assez courte. L'île de Kanu'a Island devrait être installée au large de Mandelieu-la-Napoule. C'est une île sur laquelle on pourra se rendre afin de se restaurer, de boire un verre, d'écouter de la musique. Ça crée beaucoup de débats entre notamment la municipalité de Mandelieu-la-Napoule et les défenseurs de l'environnement. Quelle est votre position sur la question ? Alors c'est un sujet que je connais un petit peu parce qu'un des promoteurs s'appelle Julien Audino, qui est un ancien champion olympique de voile à Antibes que j'ai aidé il y a 20 ans en arrière. C'est un projet français avec des fonds français. 2, BPI, la banque d'investissement français, qui est le bras armé de l'État français, est actionnaire du projet et finance le projet. 3, la région a garanti des prêts pour que le projet aboutisse. Moi je trouve que on devrait être fier en France d'avoir des investisseurs et des entrepreneurs qui se lancent dans de tels projets. Honnêtement. Vous êtes pour. Et s'il y avait, ça ne va pas avoir un impact négatif sur l'environnement ? Mais ça fait 5 ans que le projet est en train de se préparer. Et on sort maintenant, alors que des gens ont pris des risques, alors qu'il y a des engagements financiers, alors que l'État cautionne le sujet, et on dit attention, il y a un risque environnemental. Je me demande s'il n'y a pas plutôt un problème politique dessous. Si c'est le cas, c'est dramatique. Parce que lorsque BPI, qui est un organisme sérieux, qui est le bras armé de l'État français en termes d'accompagnement des entrepreneurs, devient actionnaire d'un projet, pas que financeur, actionnaire et finance, on doit aller au bout du projet, parce que sinon c'est la crédibilité... Quelles seraient ces raisons politiques derrière ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Je ne sais pas, mais je vois qu'il y a l'air d'avoir un revirement de la région, qui à l'époque avait garanti les prêts, donc qui cautionnait l'idée. Donc moi je pense que quand on est entrepreneur et quand on investit, il faut aller au bout du projet. Merci. Parce que malheureusement ça risque de se retrouver dans un autre pays, ça serait malheureux pour la France. Merci beaucoup Éric Pauget d'être venu ce matin. Merci.